très important. Et qui concerne les fractures ou les traumatismes de l'homme. On a des éléments financiers qui sont touché l'adulte, mais il y a une particularité concernant les traumatismes de l'enfant. Il faut bien voir que l'os de l'enfant est différent à celui de l'adulte. Vous ne m'entendez pas, je prends le micro. La particularité de la fracture de l'enfant, c'est que c'est un os en pleine croissance. C'est un os plein de croissance. On est avec une petite masse osseuse, et puis on s'agrandit au fil des temps, parce que il y a un potentiel de croissance très important dès la naissance, dès le premier jour de notre vie. Le cartilage de croissance, il assure la croissance des os en longueur et en largeur. Raison pour laquelle il y a deux types de cartilage de croissance. Un cartilage de croissance qui permet la croissance en longueur, d'isolants comme le fémur, la jambe, l'avant-bras, le bras, et cartilage de croissance sphérique qui agrandit, qui donne la croissance en largeur des épiphyses. De toute façon, ça sera clair à travers les slides qu'on va les défiler progressivement. Il y a beaucoup d'illustrations qui illustrent tout ça. Comme je l'ai dit, c'est différent. L'enfant est complètement différent par rapport à l'adulte. D'ailleurs, depuis longtemps que les auteurs ils savent ça, comme l'orthopédiste Demiglio de Montpellier, du sud de la France, qui disait bien, qui illustre à travers cette phrase, que l'enfant n'est pas un adulte miniature. C'est un os, c'est vrai, mais il a une croissance très, très importante. Et tout traumatisme qui touche les os longs, il peut traumatiser le cartilage, il peut stériliser le cartilage de croissance. Et ça va donner une catastrophe pour tout le monde, pour les parents, pour les chirurgiens, orthopédistes, pédiatres, et même l'enfant. Donc, une stérilisation d'un cartilage de croissance est une calamité, c'est une catastrophe qu'il faut gérer au fil du temps. Regardez cette radio des deux os de l'avant inférieur d'un enfant que j'ai vu il y a longtemps. C'est une radio de bassin avec en bas radio de fémur. La souris ne marche pas. Radio de fémur et deux os de la jambe. Donc le côté droit et le côté gauche. Et au niveau du membre inférieur, vous avez trois articulations. La proximale, c'est la hanche. L'intermédiaire, c'est le genou. Et la distale, la cheville. Et ah oui. Et vous constatez que chaque os long, il y a deux extrémités, proximale et distale. La proximale, l'épiphyse proximale, qui est la hanche, ici, elle est formée par l'acétabulum qui est le cotyle, la tête fémorale de l'enfant, le cartilage de croissance, il y en a deux, le discaire et le sphérique.
Le discaire ressemble à un disque interposé entre la tête et le col. Même le cotyle a son cartilage croissance, cartilage en Y. Vous voyez ici cette lacune, c'est le cartilage en Y du gros trochanter. Tant que le cartilage articulaire, que ce soit discaire ou sphérique, il permet la croissance de l'os en longueur et en largeur, et ce cartilage discaire proximal et distal, il permet la croissance en longueur. Il est toujours situé au niveau des extrémités d'un os lent. Si on prend le genou, la même chose. Vous avez le cartilage croissance discaire, il est situé entre la métaphyse et l'épiphyse. Si on prend le tibia, la même chose, le cartilage croissance discaire, situé entre l'épiphyse et la métaphyse. Un os lent, par définition, est défini par ces deux extrémités, épiphyse proximale, épiphyse distale, métaphyse proximale, métaphyse distale, et au milieu, vous avez la diaphyse. L'ensemble de l'os est entouré par une membrane épaisse, qui est le périoste. Le périoste aussi, par sa face endostée, il permet la croissance en largeur de l'os. Donc attention, cette notion de base histo-anatomique est très importante pour comprendre toute la question du traumatisme des fractures de l'enfant. Si on prend par exemple le genou, et vous faites une radio comme celle-ci, une radio genou de face, vous voyez ici, comme je l'ai dit tout à l'heure, métaphyse, cartilage croissance discaire ou la physe, épiphyse. Tout ce fragment est considéré comme le fragment proximal d'une articulation, le fragment proximal et le fragment distal. Une articulation, par définition, elle est déterminée par deux fragments, proximal et distal, et un interligne articulaire. Vous voyez cette radio, vous dites que l'épiphyse est petite. Non, l'épiphyse, il y a une partie de l'épiphyse qui ossifie. Là, vous voyez la physe en jaune, ou bien le cartilage de conjugaison. Donc, il a deux dénominations, la physe ou le cartilage de croissance. Et vous voyez, tout ça, c'est l'os ossifié de cartilage croissance sphérique. Parce que le cartilage sphérique, il est dedans dans l'épiphyse. Il permet la croissance de l'épiphyse. N'importe quelle épiphyse de corps humain. Ici, vous avez l'exemple de l'épiphyse distale de fémur. Ce cartilage en jaune, celui qui assure la croissance de l'épiphyse. Et maintenant, vous avez des épiphyses qui ont terminé leur parcours de croissance. Cet enfant, en réalité, son épiphyse, la partie, tout ça, on ne le voit pas. Donc, l'épiphyse proximale, lorsque on ouvre le genou, l'épiphyse, le tour, tout ça, c'est l'épiphyse. Sur le plan macroscopique, réel, l'épiphyse, c'est tout ça. Si vous voyez tout ce qui est ossifié, et vous voyez pas tout ce qui est cartilagineux. Donc, si c'est un petit enfant, cette épiphyse, elle est peu petite. Et la majorité de l'épiphyse, elle est cartilagineuse. Et à la naissance, on naît avec une épiphyse non ossifiée. Donc, invisible. Je me résume. Le cartilage croissance qui assure la croissance, il y en a deux types. Le discaire, il assure la croissance en longueur des os. Le sphérique, il assure la croissance des épiphyses. Que la radio
elle reflète pas la réalité macroscopique d'une articulation que la radio standard. Elle reflète pas la réalité macroscopique de la forme exacte de l'épiphyse, parce que une partie de l'épiphyse, elle n'est pas encore ossifiée. L'enfant il n'est pas toujours adulte. Une partie, il n'y a pas de dépôt de calcium, vous voyez pas de tout ce qui est cartilagineux. D'ailleurs, à la naissance, si un nouveau-né, on a coupé le fémur en deux, et tout ce qui est blanc, vous faites une radio, vous voyez que ça. Donc, vous voyez pas la tête, vous voyez pas le gros trochanter, vous voyez pas l'extrémité inférieure, parce qu'elle est cartilagineuse. Revenons à notre rappel anatomique. Vous voyez un bassin. Donc, épiphyse, c'est le futur tête. Le cartilage sphérique assure sa croissance. La physe, ou bien le conjugaison, il assure la croissance en longueur de l'os. Et la métaphyse est toujours située sur la physe. Épiphyse est périphérique. Physe interposée entre métaphyse et physe. Et chaque articulation est composée de cette manière. C'est très important de connaître ça. Maintenant, si on prend la hanche, là, vous voyez le cotyle, ou bien l'acétabellum, le toit de cotyle, l'arrière-fond de cotyle, le cartilage en Y de cotyle, la tête fémorale, ou bien l'épiphyse, vaut mieux parler de l'épiphyse fémorale de l'enfant, proximale, le cartilage. On va voir comment vous voyez sur le plan histologique le cartilage. Cette structure noire, claire, sur le plan histologique, est un monde. C'est un monde caché, formé par 4 couches. Les 4 couches qui sont la couche cériée, germinale, qui sont les couches les plus importantes. Ces 2 couches qui sont là, cériée, germinale, c'est ces 2 couches qui assurent la croissance des os longs. Chaque 9 minutes, il y a un dépôt d'une couche au niveau du col, et au fil du temps, on aura une croissance homogène. Le reste, la couche hypertrophique, parce qu'elle est formée par des cellules hypertrophiques, c'est la couche la plus fragile, on va les voir de toute façon, couche par couche. La germinale, elle est plus importante. C'est la productrice de l'os. Si cette couche est stérilisée, vous n'aurez pas de croissance. Il n'y aura plus de croissance. La couche qui vient après, la série formée par l'ensemble des chondrocytes en série, empilés les unes sur les autres, et cette couche aussi, elle est importante. Le reste, la couche hypertrophique dont les chondrocytes augmentent de volume, elle n'est pas vascularisée, elle n'est pas bien oxygénée, et c'est la couche la plus fragile. Si l'enfant tombe, il décolle l'épiphyse, ou bien le déplacement, il se fait au niveau de cette couche, au niveau de la couche hypertrophique. Et puis l'os se dégénère, il devient de l'os osseux. La couche dégénérative, c'est la transformation des chondrocytes en des cellules osseuses, ostéoblastiques, ostéoclastiques, et comme ça, vous aurez la croissance physiologique. Alors, comment se fait la croissance au niveau du membre supérieur? Il faut poser cette question. On est à la naissance, avec un membre supérieur dont la longueur est de 20 cm. Et puis, on se trouve avec un membre en fin de croissance, c'est le garçon, un membre dont la longueur est de 75 cm, et c'est la fille à peu près proche, mais avec 70 cm. Vous voyez l'importance de cartilage croissance au niveau de l'épaule, coude et poignet,
qui assure la croissance durant 15 ans à peu près, qui assure la croissance pendant 15 ans. Et là, ça marche pas. L'essentiel. Donc, à la naissance, on est avec 20 cm, on se trouve en fin de parcours avec 75 cm chez le garçon et 70%, 75 cm chez la fille. Et là, le cartilage croissance, au niveau de l'épaule, au niveau du coude, au niveau du poignet, celui qui assure cette croissance de 55 cm. Alors, il faut noter là 2 points très importants. L'humérus, il assure la croissance de 40% au membre supérieur. L'extrémité distale du radius assure aussi 40% de croissance de membre supérieur. Le reste, c'est le coude. Le coude, celui qui assure que 20% de croissance. Donc, si on fait un traumatisme au niveau de l'épaule, au niveau du poignet, c'est à ce niveau que le traumatisme est plus grave. Parce que si le cartilage est stérilisé à ce niveau, on aura un raccourcissement très important. Et il faut se méfier aussi que le cartilage sphérique qui assure la croissance des épiphyses ici, cartilage sphérique, l'extrémité distale de l'humérus, par exemple, elle a 4 cartilages sphériques. Chaque cartilage sphérique, il assure la croissance d'une apophyse. Vous prenez vos coudes, vous regardez ici, il y a une saillie médiale, il y a une saillie latérale. Et cette saillie, cette croissance, elle s'est faite grâce au cartilage sphérique. Si ce cartilage sphérique, il a été agressé par une infection, tumeur, traumatisme, vous n'aurez pas cette bosse en fin de croissance. Vous n'aurez pas cette bosse. Donc le sphérique, il assure la croissance des apophyses. Par contre, le discaire ici, il assure la croissance en longueur. Le périoste, qui enveloppe le reste de l'os, il assure la croissance en largeur de la diaphyse et de la métaphyse. Et là, vous voyez que la complexité de la chose, si vous avez maintenant une petite apophyse de la styloïde radiale au coude, c'est grâce au cartilage sphérique. La même chose au niveau du distal. Le radius, maintenant, le problème qui se pose, pourquoi le cartilage croissance de l'épaule, la question qui se pose, pourquoi l'épaule est la surcroissance plus importante que le coude, que l'extrémité distale? Et ça, c'est le cerveau. C'est le cerveau qui planifie tout ça. C'est l'hypophyse cérébrale de l'épaule qui assure, qui orchestre toute cette croissance. Elle dit, par exemple, elle donne un ordre à l'épaule d'assurer la croissance de 40%. Elle donne un ordre au radius d'assurer 40%. Elle donne un ordre, elle planifie l'organisation au niveau du coude qui assure que 20%. D'ailleurs, la croissance, elle se fait au fil du temps, de J1 jusqu'aux 20 ans. Le premier qui arrête sa croissance, c'est au niveau du genou. Et au niveau de la hanche, puis le genou, puis la cheville, puis le coude, puis l'épaule. Et le dernier os qui garde sa croissance à l'âge de 20 ans, 19 ans, c'est le radius distal, le poignet. Le poignet, celui qui garde sa croissance. Donc, celui qui a un traumatisme, là aussi, au début, il arrête sa croissance, traumatisme très violent, on va voir c'est quoi une arrêt de croissance, c'est une épiphysiodèse. Le poignet pose problème chez l'enfant. Un traumatisme qui arrête sa croissance à ce niveau,
à l'âge de 7 ans, c'est un traumatisme, ou bien une infection, ça nous pose un vrai problème d'allonger le membre. On est obligé d'allonger les membres de l'enfant plusieurs interventions. Par contre, au niveau du membre inférieur, l'articulation la plus fertile qui assure une croissance très importante, c'est le genou. C'est le genou, puis la hanche et la cheville. Membre supérieur, c'est l'inverse. Épaule et poignet. Moi, j'ai pris, on m'a donné un travail lors d'un congrès, il y a quelques années. On l'a fait à Alger. J'ai fait une dissection chez des enfants. Regardez tout d'abord que le poignet, le coude, l'épaule ne sont pas visibles. Comme je l'ai dit tout à l'heure, les épiphyses ne sont pas encore ossifiées à la naissance. Et là, vous faites radio standard, vous voyez pas les articulations. Parce que les apophyses sont pas encore ossifiées. L'épiphyse, elle existe, comme vous le voyez ici. Elle existe, l'épiphyse, mais elle n'est pas ossifiée. À la naissance, tout ce qui est ossifié, c'est la métaphyse et la diaphyse. Par contre, les extrémités, la majorité du squelette, vous voyez pas les articulations, parce que ne sont pas encore ossifiées. Et l'ossification se fait au fil du temps, comme je l'ai dit, à partir de la naissance. Donc, j'ai pris un fémur d'un enfant, je l'ai disséqué, et j'ai montré aux gens que le périoste est très important. Je l'ai pris avec une pince. Vous voyez le périoste disséqué, arraché. Il reste inséré au cartilage de croissance. Sous le périoste, vous voyez, sur le périoste, vous avez l'épiphyse distale de fémur, là. Ça, c'est le périoste. Et tout ça, à ce niveau, c'est le cartilage discaire qui assure la croissance en longueur de fémur. Donc, vous avez ici la moitié de fémur, diaphyse, métaphyse, l'aphyse et l'épiphyse. Et le périoste, comme je l'ai dit, il s'insère au niveau d'une partie très importante de cartilage croissance, c'est la vérole péricondrale. C'est quoi la vérole péricondrale? Là, vous avez une épiphyse, et au-dessus de l'épiphyse, vous avez la métaphyse, et entre les deux, vous avez voilà, je prends ici. Vous avez l'épiphyse, et puis le disque, qui assure la croissance formée par les 4 couches. Et puis vous avez la métaphyse. Autour de cartilage, vous avez la vérole péricondrale. La vérole péricondrale, c'est un anneau qui entoure le disque, le cartilage croissance ou bien la physe, et il assure la croissance du cartilage lui-même, parce que le cartilage de croissance, il a besoin de la nutrition. Il assure la croissance du cartilage, c'est un anneau, et il solidarise aussi l'épiphyse à la métaphyse. فهمتوني؟ Donc, il assure la vérole péricondrale est très importante, c'est un anneau. Il est fait comme ça, un anneau. Il stabilise l'épiphyse sous le cartilage avec la métaphyse. En même temps, il assure la nutrition de la plaque conjugale, c'est-à-dire de la physe ou bien de cartilage de conjugaison. Ok? J'ai enlevé la chondroépiphyse. Ça, c'est une chondroépiphyse. Pourquoi elle est chondroépiphyse? Une chondroépiphyse, elle est constituée par le cartilage et l'anneau, la vérole péricondrale. L'anneau qui entoure, la vérole péricondrale, le cartilage discaire, il est là,
Tout ça, c'est le cartilage discaire. L'épiphyse, distal tumeur, la vérole périchondrale. Et lorsqu'on décolle un os, la solution de continuité, elle traverse quelle couche? Et quelle couche? Quelle couche du cartilage croissance? La couche hypertrophique. Donc le trait, lorsque l'enfant il tombe, il arrache, il fracture l'épiphyse, la solution de continuité, elle traverse la couche la plus fragile. C'est la couche hypertrophique. Donc, sous la couche hypertrophique, qu'est-ce que vous avez? Oui? Et la série. La couche sériée et germinale reste collée à l'épiphyse. La couche hypertrophique, elle s'est décollée, elle a disparu. Et la couche dégénérative, elle est partie avec la métaphyse. Raison pour laquelle on parle de chondroépiphyse. La chondroépiphyse, c'est-à-dire cette pièce anatomique est formée par l'épiphyse et les deux couches de cartilage conjugal qui sont la couche sériée et la couche germinale. C'est ça la définition d'une chondroépiphyse. Si vous n'avez pas compris, vous pouvez poser des questions. D'accord? C'est clair? Sinon, je pose des questions. N'est-ce pas? Voilà. Là, vous avez une illustration très bien. Vous avez on parle de décollement lorsque le trait de fracture traverse le cartilage de croissance conjugale. Si le trait traverse la métaphyse, on parle de fracture. Pour faire un peu pourquoi j'utilise l'adjectif décollement. Le décollement, le trait de fracture, le trait de solution de continuité, il traverse le cartilage conjugal, la physe. Si le trait de fracture traverse la métaphyse, on parle de fracture osseuse. Là, on parle de l'épiphyse. Elle s'est décollée, arrachée. Là, j'ai décollé l'épiphyse par rapport à la métaphyse. Et mes mains, là-bas, ils prennent quel os? Quelle partie de l'os? La diaphyse. Donc, la diaphyse. La classification, il y en a 3. Une de 3. Je vais pas vous parler de Fouché, de Pollan, d'Ogden, de Peterson. Je vais garder une seule. Elle est trop utilisée. Le staff du matin, si vous avez assisté au TD du matin présenté par les résidents, certainement, vous avez constaté qu'on utilise cette classification. C'est la classification de Solter et Harris. La classification de Solter et Harris, utilisée depuis fin du XXe siècle, 1963. Ces deux messieurs, l'un je le sais que c'est un Canadien, Solter, et Harris probablement européen ou la Canadien. L'essentiel, il divise les décollements en 5 groupes. Groupe 1, 2, 3, 4, 5. Si le trait là vous voyez le genou, et là vous avez une coupe histologique. Pour un peu, comme ça vous pouvez comprendre comment le mécanisme de décollement se fait. L'enfant il tombe son genou, le trait de solution de continuité il traverse le cartilage de croissance, au niveau de sa couche la plus fragile, qui est la couche hypertrophique, les couches germinales restent toujours attachées à la métaphyse, avec la couche sériée, la couche dégénérative reste attachée en bas avec la métaphyse,
Et là, vous avez un décollement type 1, ou bien groupe 1. Le groupe 1, décollement pur. Parce qu'il traverse uniquement le cartilage de croissance, la plaque conjugale. C'est un décollement qui traverse uniquement la plaque conjugale du tibia, par exemple. J'ai pris ici le cas du tibia d'un enfant décollé et le cartilage a traversé c'est un type 1. Le pronostic est bon. Parfois, il est difficile si le décollement se déplace pas. S'il ne déplace pas, vous voyez pas le trait de fracture. Parce que c'est une zone claire déjà. Par contre, s'il se déplace trop, il devient dangereux. Le pronostic généralement est bon dans le type 1. Dans le type 2, là vous avez fracture décollement. Et comme je l'ai dit, une fracture traverse soit diaphyse, soit la métaphyse. Ou bien épiphyse, elle traverse une partie ossifiée de l'os. Fracture ici, fracture là-bas, un trait qui traverse la métaphyse, et puis il vient au niveau de la couche hypertrophique, il traverse la couche hypertrophique au niveau d'une partie du cartilage croissant. On parle de fracture type 1-2, type 2, de Soltararis, parce que le trait de fracture, il a traversé la métaphyse, puis il a traversé la plaque conjugale, ou bien le cartilage croissant. J'ai dessiné cette extrémité distale d'un fumeur chez un enfant. Et vous voyez, lorsque vous prenez un os, il faut pas le considérer pour mettre en exergue, en évidence, que la chose est très complexe. Une extrémité distale d'un os, le fémur au radius ou au humérus, histologiquement, elle est faite comme ça. Histologiquement, elle est faite comme ça. Vous avez une vascularisation très complexe. Et là, vous avez le cartilage croissance sphérique qui assure la croissance de l'épiphyse à partir de cette partie. Tout ça, c'est le cartilage de croissance discaire ou la physe. Et dans le type 2, le trait de fracture, il traverse la métaphyse et puis il va au niveau de la couche hypertrophique. Et là, vous voyez aussi, très important, d'avoir une vascularisation de cartilage croissance d'origine métaphysaire, un vaisseau là-bas, et un vaisseau en bas, prédominant. C'est l'épiphyse distale. Cette vascularisation est importante. Parce qu'elle assure la croissance du cartilage sphérique et le cartilage discaire. C'est-à-dire, une épiphyse qui fait, l'enfant, lorsqu'il fait une fracture très violente, il déplace trop l'épiphyse toute cette épiphyse par rapport à la métaphyse, et peut arracher les vaisseaux. Ça donne une ischémie, un arrêt de croissance. Le déplacement très important, il est mauvais dans les décollements épiphysaires chez l'enfant. Le groupe 3, le trait de fracture, il est mauvais. Il est très très mauvais. Parce qu'il traverse les deux couches. Il fait ça. Il traverse les deux couches germinale et ciliée. Il traverse la couche hypertrophique. C'est un trait doublement mauvais, néfaste, parce que il ouvre l'articulation. Parce que ce trait, il va vers l'articulation. Et s'il va vers l'articulation, il est mauvais. Il faut réduire anatomiquement. On peut pas laisser ce diastasis, c'est un écart. Au niveau de l'articulation, ça fait mal.
et ça donne des raideurs. Et puis, il traverse, et il met en contact les vaisseaux, il va y avoir la formation de néo-vaisseaux à ce niveau, qui vont être en communication avec les vaisseaux métaphysaires, et ça va être la catastrophe. L'épiphysiodèse, l'arrêt de croissance. Donc, il faut colmater cette brèche anatomiquement, une réduction anatomique à ce niveau. Si vous laissez un écart au niveau de fracture, il y aura double problème. Parce que le trait va vers l'articulation, et toute fracture articulaire nécessite réduction anatomique. 1. 2. Parce que si vous laissez un écart, vous aurez une raideur et douleur au niveau du genou. Cette fracture, cet écart, il faut la colmater anatomiquement. Il ne faut pas laisser cet écart pour éviter la formation de vascularisation des vaisseaux épiphysaires avec métaphysaires. Il y aura, un arrêt de croissance. Épiphysiodèse. La même chose pour celle-ci. Le trait de fracture, il est épiphysaire. Épiphysaire. Il met en contact les vaisseaux métaphysaires avec ceux d'épiphysaire, neovascularisation, arrêt de croissance, épiphysiodèse, catastrophe. Lorsque le papa ramène son enfant par la croissance ou bien la maman, vous pouvez rien faire. Ça sera une autre attitude thérapeutique. Vous êtes maintenant dans une situation de complication, d'une fracture d'écollement. Vous êtes en situation de complication. Et pas n'importe quelle complication. Arrêt de croissance. Arrêt de croissance, c'est-à-dire, moi, je suis en arrêt de croissance, enfant, j'aurai un membre raccourci. Un membre désaxé. La croissance se fait de ce côté bien, et ce côté se fait pas. Je peux avoir une désaxation de l'articulation. Ou cette désaxation se fait dans n'importe quelle, selon la région atteinte. Le cinquième groupe pose problème de diagnostic. Même pas thérapeutique, diagnostic. Le cinquième groupe, c'est quoi? Vous recevez un enfant qui tombe sur la cheville, comme le cas ici. Il tombe sur la cheville, comme ça, deuxième étage ou premier étage. Et puis il vient, vous faites une radio, vous trouvez un œdème, radio, cheville, face profil, pas de fracture, pas de décollement. Et vous dites aux parents que votre enfant, il va bien, une simple entorse. Une simple entorse, par contre, l'enfant, il va avoir un arrêt de croissance dans les semaines à venir. Parce que le traumatisme très violent a écrasé les deux couches germinales et céréales. Et cet écrasement microscopique, invisible sur la radio, engendre un arrêt de croissance, une épiphysiodèse, un arrêt de croissance. Donc la radio normale, le diagnostic de type 5, il se fait en rétrospectif, en stade de complication. Au début, vous ne pouvez pas poser le diagnostic. Par contre, vous pouvez suspecter le diagnostic. Un traumatisme violent, axial, et non tangentiel. Tangentiel, si l'enfant tombe comme ça, il va écraser les deux couches. Le traumatisme axial, violent, peut suspecter le type 5 avec mort cellulaire, type 5, c'est-à-dire destruction, nécrose
des deux couches germinales est serrée. Le 6, rajouté en 69 par Salter-Harris, c'est un arrachement d'une partie de cartilage par le biais d'un ligament. Le ligament, l'enfant, il fait un mauvais geste, il peut arracher une partie du cartilage. Là aussi, c'est mauvais. Vous pouvez avoir un arrêt de croissance à ce niveau, c'est-à-dire des axations au raccourcissement. Voilà la différence histologique entre une épiphysiodèse et un os normal. Vous voyez à gauche, les cellules sont bien, avec la vascularisation de cartilage croissance ici. Ici, vous voyez le cartilage avec les versions vasculaires, la vascularisation métaphysaire, vascularisation épiphysaire. Par contre, ici, vous avez une communication des réseaux vasculaires métaphysaires avec celui de l'épiphysaire. Il y a plus de cartilage croissant, ce qu'on appelle les épiphysiodèses. C'est le traumatisme qui peut engendrer ce type de communication entre les vaisseaux. Et là, vous avez un os, vous n'avez pas de cartilage. D'ailleurs, ici, coupe histologique normale. Et en cas de stérilisation, l'os, il se déplace. Il se déplace d'un côté parce que, comme ici, c'est une épiphysiodèse partielle. De mon côté, il y a un arrêt de croissance. Ça se voit ici sur une coupe de genou. L'épiphysiodèse, elle peut être, c'est une communication des vaisseaux métaphysaires avec ceux épiphysaires. Là, vous voyez que le cartilage, il y a un trou. L'épiphysiodèse, elle peut être périphérique, ou bien elle peut être centrale. La périphérique, elle entraîne une désaxation de l'articulation. La sphérique, elle entraîne une dysmorphie de l'épiphyse. L'IRM, il peut montrer aussi des ponts d'épiphysiodèse, des ponts osseux qui arrêtent la croissance ici. Sur la face, vous avez deux ponts osseux, et sur le profil, vous avez là aussi un arrêt de croissance. Tout ça, c'est bien. Le cartilage est ouvert. Mais ici, hop, il est en arrêt de croissance. Et en arrêt de croissance, c'est l'équivalent de raccourcissement et tout. La clinique, bien sûr, interroger les parents sur leur violence traumatisme. S'agit-il d'un traumatisme compressif ou tangentiel? La clinique est facile parce s'il n'y a pas de déformation, douleur, il ne faut pas prendre un décollement pour un torse. L'imagerie, vous avez la standard, l'arthrographie, l'échographie, la scintigraphie, TDM et l'IRM. Et surtout, là, puisqu'on fait beaucoup de radios standards, il faut bien analyser les deux incidences face-profil. Demandez toujours s'il le faut 3/4 interne-externe. Vous ne pas hésiter à demander l'articulation contralatérale pour comparer les deux articulations. Diagnostic difficile dans 4 situations. Première situation, le type 1 non déplacé. Le type 1 non déplacé. Il y a un décollement, mais l'épiphyse n'est pas déplacée. Vous dites, il n'a rien du tout, alors que c'est un type 1. Le type 5, là aussi, le diagnostic est rétrospectif. Parce que c'est un écrasement à l'échelle microscopique. Et le diagnostic est difficile si l'épiphyse n'est pas visible. C'est le petit enfant et certaines localisations au niveau de la cheville notamment. L'échographie et l'arthrographie permettent de poser le diagnostic dans les décollements chez le petit enfant. La scintigraphie, elle peut évaluer la vitalité du cartilage discaire, comme ici, radio genou. Vous voyez hypercondensation normale des deux genoux, mais elle est de côté droit. Il y a la disparition de cartilage, une hypofixation à la scintigraphie. L'IRM, elle peut montrer, avec ses coupes sagittales, elle peut faire même des coupes comme ici, transversales. Tout ça, c'est bien.
Et là, vous avez un trou osseux entre l'épiphyse et la métaphyse. Elle peut donc nous montrer, elle nous donne la cartographie, ou bien la partie atteinte de la plaque conjugale. TDM, elle est importante pour certaines fractures d'écoulement, comme la cheville. Cet enfant, on l'a reçu il y a quelques années. Et puis, le chirurgien, il l'a reçu, il a fait son travail, il a réduit, il a mis deux broches au niveau, là-bas, au niveau du genou. Elle avait un décollement distal du fémur. Et puis, il est venu avec un raccourcissement de fémur, regardez ici, et désaxation du genou. Ce qu'on appelle, nous, un genivalgome. Lorsqu'il y a un genivalgome, et là, c'est une complication d'un décollement épiphysaire violent. C'est parmi les complications les plus. Cet adulte que j'ai vu il y a quelques années, en 1900, je sais pas. Quelle année, le 15? 2003. 2003 ou là, 2004. Il avait un traumatisme du coude, hop. Ben, j'ai constaté que son humérus est court. Vous voyez ici, c'est long. L'humérus est court de 7 cm parce que il avait en même temps, et on a passé à côté, d'un type 5 au niveau de l'épaule. Donc, il a stérilisé son cartilage de l'épaule. L'humérus très court, à 7 cm, et parce qu'elle a fait un type 5 au niveau de l'épaule. Le poignet aussi. Vous voyez une coupe au niveau du poignet chez un enfant. Et là, si le cartilage de croissance, il arrête sa croissance, le radius, il devient plus court que l'ulna. Il déforme le poignet. Il déforme le poignet, et le cubitus, il devient saillant. Le cubitus, il devient saillant parce qu'il est plus lent que le radius, et ça déforme le poignet, ça donne des douleurs aussi. Un arrêt de croissance du radius, c'est un enfant qui avait un traumatisme de poignet, il a décollé son épiphyse distal du radius, donc il est en déformation du coude, de poignet. Il nécessite un allongement du radius, il faut allonger le radius. Il faut couper l'os, mettre une greffe osseuse allongée plusieurs fois jusqu'à la fin de croissance. Tu peux l'opérer 3-4 fois. Cet enfant âgé de 10 ans, traumatisme sur le poignet. Qu'est-ce que vous voyez ici? Oui. C'est une fracture en mode de beurre au niveau de la métaphyse. De quel os? De radius. Et là, vous voyez en bas, la métaphyse, l'épiphyse, le cartilage de croissance, c'est bon. Il a été plâtre. C'est un cas de Montpellier. À l'époque, on l'a vu avec un certain prof en France. Donc il a été plâtré dans les normes, il va très très bien. Il commence à avoir une consolidation osseuse. C'est bon, ablation de plâtre. Puis, d'un seul coup, on voit que l'ulna a arrêté sa croissance. Elle a arrêté sa croissance, il s'est déformé. L'enfant, le poignet, etc. Parce que il a fait un type 5 au niveau de l'ulna. Il a fait un type 5 au niveau de l'ulna. Parce que je suis ici depuis 94. Vous êtes né à quel âge? 94, 95. 19. Donc cet enfant, il avait un décollement distal, un écrasement de la plaque conjugale du luna. Il a arrêté ce point. Vous voyez que le diagnostic est rétrospectif. Après plusieurs semaines, il est rétrospectif. Il n'est pas attend de type 5.
Maintenant, j'ai oublié le truc. Vous me rappelez, oui, c'est bon. Cool. Hein? L'imagerie, les cas cliniques, hein? Les complications des PCCS. Les PCCS, il y a deux types de PCCS. Tu viens au stade, au Madrid, 1 et 2, il faut venir avant les enseignants. Est-ce qu'il va vous aider pour donc, attention, l'épiphysiologie de la rétrocroissance, c'est peut-être de deux types. Soit il est total, il va donner un raccourcissement, soit il est partiel, il donne une désaxation. Désaxation. Yani, le genou carré, je finis l'épiphysiologie totale, je vais avoir raccourcissement. J'ai fini l'épiphysiologie partielle, externe, c'est l'externe, j'aurai un genou valgum, si l'interne, j'aurai un genou en haut. Génie marrant, génie valgum, génie flessant, génie recurvatant. Donc, selon le siège exact de la stérilisation de la plaque conduite. Le traitement. Le traitement, le 1, c'est le plat. Aujourd'hui, vous prenez la main d'un enfant, elle est déplacée, et vous plâtrez l'enfant. Le type 1. Parfois, le type 1 est déplacé, il faut la plâtrer telle quelle. Si elle est déplacée, l'épiphyse, elle est déplacée, il faut la réduire et la plâtrer. Type 2, la même chose, pronostic est bon. Type 2 aussi, la même chose, pronostic est bon. Il faut la plâtrer, réduire la fracture et la plâtrer. Le type 3, si la fracture est déplacée, elle est articulaire, il faut ouvrir et réduire anatomiquement la fracture et vous mettez un plat. Ça se corrige généralement, la consolidation elle est rapide. 40 jours, il y aura une consolidation complète, après, etc. Par contre, c'est toujours un suivi radioclinique. Le type 4 aussi, comme la fracture elle est métaphyso-épiphysaire, il faut réduire anatomiquement. Ne laissez pas de brèche entre la métaphyse et l'épiphyse, comme ça vous évitez la complication vasculaire et pour réduire anatomiquement le plâtré et un suivi post-opératoire, surtout dès la première année. Le type 5, vous ne pouvez rien faire. Vous aurez un raccourcissement de membre, par exemple. Il faut allonger le membre, couper l'os et allonger. On le fait au service. On coupe les os. Vous avez le droit d'entrer au bloc. Voilà. Il y avait des éters. On coupe l'os, on met des anneaux ici, en bas et en haut, on allonge 1 mm jour. 1 mm jour. On allonge 1 mm jour, chaque jour, l'anneau il est là, il rentre au niveau du truc, il n'y a pas de lumière. Ok, là. Parce que je vois le. Ah. Donc il faut allonger le membre. Et là, c'est une révolution dans la progression des anomalies, des séquelles de traumatisme. Ah oui, tu peux te refaire. Ah, très bien. Tu vois d'accord. Oui. Allez.
3, c'est vous êtes le groupe combien de... Ah, c'est 37 groupes. Bien. Rends-nous-moi. Regardez, lorsqu'on a un grossissement d'un os, ça perturbe un peu l'architecture de l'articulation. Le quart presque il est dénudé, il n'y a plus d'appui au niveau de l'ulna. Et puis même le radius il se déforme. Le radius, en principe, la croissance elle est homogène, soufflée au niveau du carpe, radius, ulna, radio ulnaire distal, etc. Si un os arrête sa croissance, il perturbe toute la région. Si un os se désaxe, ou bien il se déforme, il perturbe la région, toute la région, y compris la fonction. Moi, ce cas, je l'ai présenté l'année passée à Oran. C'était un cas clinique. On l'a vu ensemble. On l'a reçu en 2015. Un certain Riyad, âgé de 19 mois, nourrisson. Il avait un traumatisme violent au niveau de membre sud. Et puis on a constaté que son coude fait mal au niveau de truc. Il y a une petite solution de continuité. Il y a une petite solution de continuité à ce niveau, au niveau des coudes. C'était une fracture. À ce niveau. D'accord, plâtre, etc. Diagnostic condyle, latéral, au niveau des coudes. J'ai posé des questions aux gens à l'époque. Congrès d'Oran, donc fracture au niveau des coudes. Quel type de fracture? C'était une fracture de condyle externe. De la palette murale. Et puis, parce qu'on ne voit pas les noyaux condyliens chez l'enfant, comme je l'ai dit, ne sont pas encore ossifiés. Le résident, qu'est-ce qu'il a mis? Il a mis une attelle postérieure, brachiantée par le palmaire. Alors, condyle latéral, bien sûr, traitement orthopédique, attelle postérieure. Et puis, les parents, ils ont constaté une déformation de poignet. On a ramené l'enfant, on a traité le coude, et on a passé à côté de poignet. Hop, il y a un cale osseux, poignet ici. On voit bien la corticale de la diaphyse ulnaire, corticale d'infisibant, mais il y a un cale osseux. Le condyle, l'épiphyse ici, elle n'est pas visible sur le nourrisson. Elle n'est pas encore. Mais je vois ici une petite épiphyse. On dirait qu'elle est déplacée. C'est un type d'écollement type 1. Regardez le poignet contralatéral, le radius, le cartilage discaire ou l'unaphyse, l'épiphyse du radius distal. Ce côté, l'épiphyse, elle s'est déplacée, elle s'est déplacée latéralement. Hop, qu'est-ce qu'il fait le période subsum? Il commence à s'ossifier. Il faut faire un cale parce que l'épiphyse, elle s'est déplacée. Elle est ailleurs. Là, voici l'épiphyse ici. Poignée normale.
l'épiphyse, elle est là, elle s'est déplacée. Au lieu qu'elle soit dans l'axe de la diaphyse, elle est en dehors de l'axe, elle s'est déplacée en arrière sur le produit. Donc il y a un décollement hypophysaire chez un nourrisson, passé inaperçu, et lui, on ne vient pas. Ce petit qui va, qu'est-ce qu'il va dire? 20 jours, 21 jours, j'ai 28, vous voyez ici. Qu'est-ce qu'il faut? Fasse la même chose, l'épiphyse ici, elle est dans l'axe, la voici, contralatérale, elle est bien. Mais le côté traumatisme, elle est latérale ici, elle est ailleurs. Qu'est-ce qu'on peut faire? Oui, il faut aller réduire anatomiquement. Vous êtes d'accord? Celui qui est d'accord, il me fait ça. Celui qui est d'accord pour la chirurgie, il fait ça. Celui qui ne fait pas ça, je me pose la question. Vous êtes d'accord? Vous êtes d'accord pour la chirurgie? D'accord. Donc, parce que l'épiphyse est trop déplacée. Cet enfant, d'ailleurs, regardez ça, elle part tellement, elle est très, très déplacée. La maman, elle s'inquiète. Voilà l'ossification, etc., chez le adulte, de l'enfant, au fil du temps, chez la fille, chez le garçon. On passe. L'épiphyse, chez le nouveau-né, il néglige. Elle apparaît à quel âge l'épiphyse? Elle commence à être visible à quel âge? Une année. Ah? Une année. Où elle termine sa croissance chez le garçon? 19, chez la fille 17. Vous voyez, si vous avez un parcours, alors il y a un cas vicieux. Vous avez vu un cas vicieux, c'est-à-dire une déformation de poignet. Que faut-il faire? J'ai posé cette question aux gens. Vous m'avez dit comme les oralés, c'est un traitement chirurgical. Alors, l'éventualité, soit vous continuez le plâtre, soit il faut corriger. On n'a pas touché l'enfant, j'ai pas touché l'enfant. J'ai dit aux parents, il faut patienter, parce que l'épiphyse chez le petit enfant, elle est intelligente, et l'enfant a d'ailleurs 7 mois, il commence à corriger son poignet spontanément, de face et de profil. Sept mois de recul. Ans. Je l'ai vu. 4 ans, je l'ai vu. Regardez les deux poignées de face, comparaison de côté droit et côté gauche. Et là, pratiquement, pareil. Corrigé spontanément. Bécoche. Question très importante. L'enfant peut corriger les déplacements. L'adulte, non. L'adulte, non. L'enfant, il peut corriger les déplacements fracturaires. Il peut corriger les ondulations. Il peut corriger les translations. Il peut corriger les raccourcissements diaphysaires. Lorsque vous avez une fracture diaphyse surbochée, le cartilage croissant, s'il s'en occupe, il corrige même donc c'est un remodelage des radius excellent.
lorsqu'on a une fracture proche du cartilage, le cartilage, il s'en occupe, il corrige beaucoup de choses. Attention aux autres causes. Le chirurgien peut opérer une ampulation pas agressive de cartilage croissance, ce qu'on appelle les causes iatrogènes. Le traitement est double. Il faut maintenir la fonction, assurer la croissance normale. Le traitement est peut-être orthopédique. Il faut réduire avec douceur, sans traumatisme de cartilage croissance, ou chirurgical, sans mettre des vis qui traversent le cartilage, pour mettre des broches et non des vis. Les indications, le Salter 1, 2, plus souvent le traitement orthopédique, rarement le traitement chirurgical. Le Salter, pour lui mettre des broches. Le Salter 3 et 4, si la fracture est déplacée, il faut aller vers la chirurgie. Alors vous avez 3 équations à résoudre. Dans le type 4, et surtout dans le type 5 et 6, c'est-à-dire âge de croissance. Vous avez 3 équations. Si le membre est désaxé, il faut le réaxer. Comment? Il faut venir au service pour voir. Raccourcissement du membre, il faut l'allonger. Si vous avez les deux, membres désaxés et raccourcis, il faut, voilà, il faut l'allonger. Les fractures, vous pouvez avoir, en dehors de traumatisme, vous pouvez avoir des fractures au niveau de la métaphyse, ce qu'on appelle les fractures métavisaires. Là, vous avez des fractures métavisaires et des fractures diaphysaires, ce qu'on appelle les fractures bifocales. Elles n'intéressent que la tibia, comme le tibia, ici, c'est visible. Vous pouvez avoir aussi, là, pour reprendre une photo, il m'a demandé de l'argent. Le passage, donc, c'était très, je l'ai pris il y a longtemps, durant le printemps. Le passage de Constantine, j'ai pris cette photo. Alors, fracture diaphysaire, il y en a plusieurs types spécifiques pour l'enfant. Fracture sous le périostée. Le périostée n'est pas déchiré, mais la fracture est visible sur la radio. Fracture en bois vert, motobeurre, incurvation sans fracture. Là, vous voyez les différents types de fractures. Complète. En bois vert, une seule corticale est fracturée, l'autre, elle s'incurve sans fracture. En motobeurre, il y a une boursouflure au niveau de la métaphyse. Motobeurre, elle se fait toujours au niveau de la jonction diaphyse-métaphyse. Diaphyse-métaphyse. Au motobeurre. La diaphyse, la corticale de la diaphyse pénètre dans la métaphyse. Et elle donne une boursouflure visible sur la radio. Là, vous avez fracture en bois vert, 2 autres avant-bras. Diaphysaire, 2 autres avant-bras. Alors, tout à l'heure, je vous ai parlé de l'intelligence du cartilage croissance. Et là, vous voyez, si vous avez une fracture avec angulation, qu'est-ce qui fait le cartilage? En proximal et distal désolant. Ah, qu'est-ce qu'il fait? Et là, il accélère sa croissance de côté de la concavité. Il ralentit sa croissance au niveau de la convexité. Comment? Allahu A'lam. Le cartilage, il agit selon le déplacement de la fracture. La fracture est faite comme ça, il accélère au niveau de la convexité, une partie du cartilage mène la course. Vous voyez? Il accélère sa croissance du côté convexe, il ralentit sa croissance du côté concave. Ou bien l'inverse. Il accélère au niveau de la concavité, il ralentit au niveau de la convexité. Et comme ça, il corrige. Pourquoi? Ce sont des théories de toute façon. Qu'est-ce qu'ils disent, les chercheurs? Que le cartilage, ainsi que sa diaphyse, elle est fracturée et elle est déplacée. Par le bruit des jeux musculaires,
et par le pli que l'artère nourricière intramédullaire est sectionnée. Ils sont. Et le cartilage croissance, il a tendance, il veut être perpendiculaire à l'articulation. Perpendiculaire, comme ici. Il veut toujours être perpendiculaire, horizontal, c'est-à-dire parallèle à l'intérieur articulaire, et perpendiculaire à l'axe. Il veut qu'il soit comme ça. Ce sont des théories, de toute façon. L'essentiel, vous regardez ceci. Un déplacement peut se corriger par le pli de périoste et le cartilage conjugal. Comment les opérer? Fracture d'épisode, vous pouvez mettre des broches, ce qu'on appelle l'embrochage de l'utiso, dans les fractures d'épisode. Alors, il ne faut pas passer à côté. J'ai quoi? Une fracture pathologique malade ou une fracture alors qu'il a un cancer. Ou bien une os malade. Il est fragile, il tombe, il vient vous traiter, vous mettez un plâtre. Attention, c'est grave. Ne pas passer devant une fracture sur un os malade. Ça, on insiste beaucoup sur ce type de fracture. Donc, on joue, il a une maladie de l'os, il a une tumeur, il a un cancer, il a une kyste, il ne faut pas passer à côté. Et là, vous avez des fractures de fatigue. L'enfant qui joue trop, ils peuvent faire des fractures. Les grands joueurs sportifs, professionnels de football, ils peuvent faire des fractures de fatigue. Les femmes qui jamais tirent une heure, qui hajjent 20 km, ça fait une heure, elles vont pour une fracture au niveau de l'étapasse. Cette fracture pathologique, elle est différente que la fracture normale, ordinaire. L'os, il se blessure, et en même temps, il fait un calme osseux. Fracture pathologique, tumeur osseuse lytique, les maladies, les tumeurs malignes, les infections, l'ostéogenèse imperfecta, ou bien l'ostéogenèse imparfaite, c'est un os hypominéralisé à la naissance. Cette fracture, l'enfant il fait comme ça, il se casse. Dans l'utérus de sa maman, il se casse. À la naissance, il se casse. C'est ce qu'on appelle l'ostéogenèse imparfaite. Le Silverman aussi, il faut le connaître. Les enfants battus. Et qui se regarde dans l'eau. Elle le tape, elle le fracture au bol. C'est pas l'os qui est malade. C'est l'agent causal qui est malade. Agressé par sa maman, agressé par son papa, agressé par la femme de ménage. Ce qu'on appelle le syndrome de Silverman, ils ont constaté que beaucoup d'enfants ont été agressés par les parents, etc. Mais ailleurs, ils enlèvent l'enfant. Ils enlèvent ailleurs en France, en Europe, c'est ce qu'on appelle le droit de l'enfant. Les enfants battus par les parents. Ils enlèvent l'éducation et la prise en charge de l'enfant dans la famille. Séparation totale. Il y a d'autres familles qui s'en occupent et qui donnent l'enfant à d'autres familles. Nous, on a ce syndrome Silverman, les enfants battus. On le cache. C'est un syndrome Silverman. En principe, il doit être attaqué en justice. L'obsolescence congénitale, j'en ai beaucoup. Moi, regardez cet enfant, il a un décollement de l'utérus. Et ça, il reçoit du coup de bâton. Il fait des hématomes sur l'utérus. Des enfants battus de Silverman. Silverman, c'est un monsieur canadien. C'est un pédiatre canadien, obstétricien. Lorsque vous recevez, vous sentez que l'enfant a des équilibres un peu partout, au niveau du crâne, etc. Et il a des fractures anciennes. Et à chaque fois, il est ramené par les parents. Attention à ce syndrome. On l'a en Algérie, à Batna. Il ne faut pas passer à côté parce que vous protégez l'enfant. Vous êtes responsable. Ailleurs, le médecin qui ne déclare pas syndrome Silverman, il est incriminé dans l'affaire. Donc, c'est pas lorsqu'il est malade.
c'est l'agent causal qui meurt. C'est Baba Mohamed Habib, Maroucho. Attention aux suggestions imparfaites aussi. Les suggestions imparfaites, c'est une déminéralisation osseuse. Lorsqu'il est trop fragile, l'enfant ne peut pas marcher. Lorsqu'il marche, comme lorsqu'il est fragile, il est né fragile. Il se court progressivement par des séquences au niveau de son nez de la fracture. Donc, vous pouvez avoir des figures incurvées, des types incurvés, etc. Là, on est obligé de les opérer, de les corriger, et les confier à la physiothérapie. Ils doivent nager pour ne pas aggraver la situation, et les mettre sous traitement médical biphosphonate. Mais c'est une prise en charge médico-chirurgicale entre le pédiatre et l'orthopédiste-chirurgien. L'observatoire congénitale, là aussi, attention, c'est pas une fracture. C'est une lise osseuse au niveau du tibia ici. Et cette lise, l'enfant elle-même pose parfois pour fracture, c'est pas une fracture, c'est une fracture pathologique. Le traitement est extrêmement difficile. Donc, vous recevez lors de la garde d'un enfant, il ne faut pas dire que c'est rien du tout, c'est une fracture facile à traiter. Attention, parfois, la prise en charge exige connaissance, savoir et maîtrise de gestes. Ramadan Karim. Comme le retour. Des questions? Deuxième fois. Des questions? On recevra beaucoup de promos. Chaque promo est différente que l'autre. Certainement, vous avez compris, bien compris. Sahab Tombad et au prochain conférence. Merci.